l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes fidèles comparses Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé. Messieurs, bonjour. Salut. Tu vas nous parler d'un beau véhicule classique aujourd'hui dans ta chronique vintage. Très hâte de parler ça. Ça sera le moment Stellantis de la journée. Mais on va commencer tout de suite avec une grosse nouvelle qui est arrivée du côté de chez Honda, qui a probablement fait rager beaucoup d'employés d'ailleurs, parce que c'est une nouvelle qui est un peu, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, qui est à contre-courant. Oh! Hein? Ah, oui. Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Alors, Honda qui abandonne ces 3 véhicules électriques qui devaient être commercialisés dans les 12 à 18 prochains mois, incluant l'Acura RSX. Oui, ben c'est en fait, c'est les concepts zéro. Toi, tu les avais vus en premier dévoilement. J'avais pu conduire un concept zéro, mais sous carrosserie de Honda Accord. Exact, oui. Mais les concepts, c'était un utilitaire. Il y avait un saloon là, qui appelait exactement, bon, tout ça. Puis le RSX, qu'on connaît beaucoup mieux, qui est un concept qui était beaucoup plus développé. Ben là, après avoir vu les pertes que Honda a subies dans la dernière année, on a réévalué la demande. On a réévalué la demande aux États-Unis pour ces véhicules-là parce que justement, c'était des utilitaires destinés au marché nord-américain. Ouais. Et puis, ben, on a décidé de tout simplement les annuler. Et tout dernièrement, il y a des informations qui sont arrivées sur Automotive News, comme quoi que le prologue aussi là, allait à la fin de l'année probablement, sans être confirmé par Honda, ne pas être renouvelé. Évidemment, c'est pas étonnant, mais c'est quelque chose qui va probablement arriver ou changer, là. Ouais, en fait, ce que je trouve assez fascinant là-dedans, écoute, j'étais chez Honda à Torrance, en Californie, il y a à peine un mois de ça, et j'ai vu les RSX circuler. Alors, oui, ils étaient recouverts d'une pellicule de camouflage, mais le véhicule était à peu près prêt pour la commercialisation. Les planificateurs de produits au Canada avaient réglé les dossiers d'équipement, de couleurs, de ci, de ça. C'était une question de mois avant qu'on le lance sur le marché. Puis il faut comprendre un truc, c'est que ce véhicule-là en avait un peu lourd sur les épaules dans la mesure où techniquement, ça devait remplacer le RDX qui, je vous le rappelle, s'en va là dans les prochains mois. Alors, ça n'arrivera pas. Je comprends que le RSX ne devait pas devenir un véhicule à grand volume pour Acura au Canada, mais là, on se retrouve sans RSX avec un RDX qui disparaît, ce qui veut dire que dans les compacts, appelons ça comme ça, il n'y en a plus. Alors, pour une période de 12 à 18 mois, il n'y aura rien du côté de chez Acura. Et ce qui fait mal aussi, c'est que ce véhicule-là représentait un peu la nouvelle direction esthétique ou d'image de marque du futur d'Acura. Et représentait la technologie Acura dans l'électrique parce qu'on était sur des plateformes GM là, avec les véhicules. Jusque-là. Le ZDX, on le compte même pas. Mais le prologue, c'était ça. Jusque-là, maintenant, on montrait qu'est-ce qu'on était capable de faire du côté de l'électrique chez Honda. Mais là, je te parle même pas encore de Honda. Je te parle d'Acura qui a besoin de quelque chose de façon urgente. Ben là, on vient de se faire tirer dans le pied et pas à peu près. Puis, il faut pas oublier un truc, c'est que au dernier salon de l'auto de Tokyo, là, qui s'appelle pas comme ça, mais bref, on avait présenté l'Acura RSX. Et sur le coup, j'avais pas réagi. Mais après ça, j'ai fait un Acura au Japon, ça n'existe pas. Non. Et c'est là que j'ai appris qu'Acura avait des visées internationales, voulait commercialiser des véhicules du côté de l'Australie, après éventuellement du côté de l'Europe, mais Australie, Japon, c'est des marchés qu'on ciblait avec la division Acura, qui pour la première fois de son histoire devait sortir d'un cadre nord-américain. Ça n'arrivera pas, on l'a compris. Alors, ça se ferait pas de toute façon sans le marché américain. Fait que c'est impossible. Ça pourrait être greffé au marché américain, mais là, vu que le marché américain recule sur la réglementation... c'est un véhicule qui devait être assemblé aux États-Unis aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec l'usine qui a probablement déjà commencé à assembler des prototypes? Quels sont les angles qu'on va prendre? Tous les employés qui ont travaillé à la recherche et développement là-dessus, parce que n'oubliez pas un truc, Acura et Honda s'en venaient avec une technologie de pointe dans le monde de
l'électrique. Là. Ouais. Moi, pour avoir conduit un prototype l'an dernier, je peux vous dire que on avait ce sentiment de légèreté et de puissance que tu retrouves pas nécessairement dans d'autres véhicules compétiteurs. Dans d'autres véhicules. Tu sais, peut-être un peu chez BM, mais ça s'arrête pas mal là. Alors, tu sais, j'ai trouvé ça quand même dommage qu'après tous ces efforts-là, après, écoute, on est allé chez Honda au Japon à 2 reprises voir des véhicules électriques du constructeur qui n'arriveront finalement pas. Tu sais, mais je veux pas imaginer combien ça a coûté. Puis là, oui, on va perdre de l'argent cette année pour la première fois depuis un méchant bout de temps avec ça. Puis là, évidemment, il faut sortir du cadre du Québec pour comprendre, là, parce que chez nous, on a l'impression que ça tient pas la route, que ça fait pas de sens. Mais en vérité, c'est le marché automobile nord-américain qui recule face à l'électrique. Là, chez nous, au Québec, il y a une nouvelle subvention du fédéral. Le prix de l'essence a monté. C'est favorable pour vendre des véhicules électriques durant la période en cours. Mais je pense que le plus gros gamble pour Honda, c'est que dans les prochaines années en Amérique du Nord, si les gouvernements changent et les réglementations changent, on va avoir perdu tout ce terrain-là au profit des Chinois dans les prochaines années, puis eux autres vont nous vendre des véhicules électriques de pointe. On a abandonné ce programme-là pour que peut-être dans quelques années, on revienne sur le chemin d'une technologie électrique ou une technologie le chemin à accomplir sera beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Les autres en face, ils avancent non, mais à marche forcée. Ils ont la technologie. Je pense que ça, c'est réglé. Est-ce qu'ils vont continuer à travailler pour la peaufiner sans nécessairement arriver à une commercialisation imminente? Ouais, mais le problème, c'est qu'avec l'évolution des technologies qui se fait à une vitesse incroyable, parce que tu as des constructeurs en face, les Chinois, comme tu l'as dit, qui, eux, font de l'argent avec ça, et eux, là, ils ont le pied au plancher, puis c'est même vraiment enfoncé. Et donc, en fait, si tu as une technologie à l'instant X qui est bonne, dans 2 ans, 3 ans, elle va être dépassée. Obsolète, là. Ouais, mais en même temps, regarde, Honda a dévoilé il y a quelques jours un Insight de nouvelle génération. 4e Insight de l'histoire chez Honda, mais qui est un véhicule d'assemblage chinois et destiné au marché chinois. Ouais. Alors, c'est assez particulier. Ah oui, même l'an dernier, on dévoile des petits K-cars là, comme le N1 de Honda, qui est un véhicule entièrement électrique, spécifiquement pour le marché japonais. Ça continue ailleurs dans le monde. Là. C'est juste chez nous. J'ai de la misère à croire qu'on va prendre tout ce qu'on a fait en recherche et développement pour la Saloon, pour le type 00. 0, la SUV, là. Bon, ces deux véhicules-là, celui qu'on voit à l'écran présentement, le Honda SUV électrique, ça, c'est une photo que j'avais prise du côté du Japon. Tu sais, ça s'en venait, là. Ouais. C'est un produit qui arrivait d'ici 1 an sur le marché. Ouais. Je peux pas croire qu'on va prendre ça et on va jeter ça aux poubelles. Non, c'est pas jeter, ils jetteront pas, mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont plus une dynamique, tu bâtis ta technologie sur la technologie existante, puis tu avances de façon incrémentale. Là, ils vont perdre 1, 2, 3 incréments, alors que les autres continuent. Et puis, on va dire qu'en 2026, on apprend énormément de nos véhicules qui roulent sur les routes avec le data qu'on va chercher sur ces véhicules-là. Et si on n'a pas de véhicules électriques qui roulent, on prend pas de data et on va être en retard. Voilà. Kia, maintenant, annonce sans surprise que la Niro électrique va prendre sa retraite parce que, bien sûr, le V3 cogne à la porte. Ça en fait pas un mauvais choix pour autant. Et je me suis amusé à les magasiner en ligne cette semaine pour voir quelles étaient les offres sur une Niro électrique 2026. Ça vous coûte 420 $ par mois taxine pour rouler dans une Niro Wind avec des options de couleurs très intéressantes, soit le gris, le noir, le blanc. Mais quand même, 420 $ par mois, taxe incluse, tu mets pas d'essence, tu as 400 km d'autonomie. C'est loin d'être vilain, là. Tout à fait. C'est une sacrée bonne offre. Vous allez avoir de la misère à trouver un véhicule à essence compact d'entrée de gamme. Tu sais, une Hyundai Venue va vous coûter ça, là. Une Hyundai Venue par mois va coûter ça. Puis on s'entend-tu que je vais prendre une Niro avant? Alors, tu sais, c'est quand même une offre qui est très alléchante. Les résiduels sont élevés, les taux de financement de location sont assez bas. Alors, ça en fait une offre qui est bien intéressante, mais c'est la dernière fois. Après ça, on va laisser place à la Kia V3 qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Ouais. Puis, évidemment, il y a la EV4 qui est là. EV4, EV5, effectivement, le V4 est déjà arrivé. Le V5, c'est une question de semaines avant que ça soit là. Mais ça ne cadrerait plus la Niro avec le V4 qui est super abordable. C'est un modèle d'ancienne génération, c'est ça. Ça ne cadrerait plus avec ce trio-là. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais
du côté de chez Kia, on a le vent dans les voiles, dans l'électrique, à fond la caisse. On s'en vient aussi avec le PV5. Tu sais, il y a une gamme qui est très large. Chez Hyundai, on dirait qu'on est au neutre. L'Ioniq 5, c'est un produit qui a vieilli. Tu sais, c'était un look très audacieux quand c'est arrivé fin 2021, mais ça avait certainement pas l'avantage de bien vieillir. Alors aujourd'hui, ça a l'air un petit peu... c'est parce qu'on en a vu aussi beaucoup sur les routes. Il y a aussi ce phénomène-là. Mais tu sais, on s'est tanné vite de cette approche esthétique-là. C'est pas faux. Bon, le Kona électrique est encore là, mais on entend moins parler. Puis c'est un véhicule qui n'est plus dernier cri, disons ça comme ça. Ben, en fait, c'est un peu l'équivalent du Niro chez Kia. Et sinon, ben, l'Ioniq 6 qui se vend de façon symbolique et qui ne sera pas offerte en 2026. On devrait techniquement avoir une version revampée, mais juste pour 2027. Oui, exactement. Ben, on a sauté une année, dans le fond, parce qu'on a de l'inventaire de ces véhicules-là. Et puis, on a annoncé un petit remodelage, là, etc. Puis, avec la version N aussi, là, qu'on a pu essayer, un Nexus N. On s'attendait à les avoir en 2026, mais là, quand on a demandé à Hyundai, ça va arriver en 2027, évidemment, parce que j'imagine qu'on a beaucoup d'inventaire, puis ça sert pas à grand-chose de l'amener maintenant. D'ailleurs, aux États-Unis, on enlève le Ioniq 6 de base et on garde seulement le modèle N. Ouais, exactement. Donc, c'est des changements comme ça. Là. Bon, de toute façon, on s'attend pas à ce que la N soit un gros succès commercial. Non, c'est pas fait pour. Des acheteurs très spécifiques, même si c'est un bon véhicule. C'est plus une image de marque que d'autres choses. Tout à fait. Mercedes-Benz a finalement dévoilé la VLE. Oui, la VLE. Et v'là. Alors, on avait pu voir, moi j'avais pu aller assister au dévoilement du véhicule concept qui allait finalement donner lieu à Vision V. C'est ça. C'est une fourgonnette 100% électrique qui sera commercialisée chez nous de grand luxe. On a l'impression qu'on va l'utiliser peut-être comme navette aéroportuaire de luxe, comme limousine de transport. L'objectif va être un peu dans ce sens-là. C'est loin d'être joli, mais c'est ultra spacieux, ultra confortable, ultra technologique. J'ai juste hâte de voir quelle sera la vraie clientèle puis l'engouement de ça. On n'a pas les prix, hein? Non, pas encore. Écoute, c'est un petite mini-fourgonnette qui est à peu près 7 ou 8 pouces. C'est un popé pléonasme, ça. Ouais. Petite mini-fourgonnette. Petit mini-fourgon. Ça rentre dans la poche rendu là. 7-8 pouces de plus qu'un Métris, là, si on par comparaison, mais une vocation complètement différente, 100% électrique, évidemment. On estime à peu près là 600 km selon les normes de l'EPA pour le véhicule. Mais comme tu as dit, à l'intérieur, luxe extrême. Là, je me rappelle quand j'avais vu des Métris Maybach, là, aux États-Unis, on avait ça pour des transports de luxe, etc. On va essayer de viser cette clientèle-là. C'est intelligent parce que c'est un format qui est adapté à la ville avec un intérieur de limousine. Donc, mais c'est clair qu'on l'a développé d'abord pour le marché chinois. Là. Oui, mais ça m'étonne qu'on commercialise ça chez nous, au Canada, pareil. En fait, c'est une tendance qui existe en Europe depuis quand même pas mal d'années. Oui. Et parce que circuler en ville dans une limousine, même ici, ça devient quand même très très compliqué. Tourner à certains carrefours, c'est des choses comme ça. Et là, en fait, t'as l'intérieur, t'as l'espace intérieur de la limousine, t'as le confort, les sièges, la qualité des cuirs, tout est là, dans un format suffisamment compact pour être facile à passer partout, ou presque. Oui, parce que de toute façon, une limousine, le concept de la limousine tel qu'on le définit est un peu dépassé. Absolument. À quoi ça sert d'avoir une voiture inutilement longue où tu n'es même pas nécessairement confortable, où tu as mal au cœur très facilement. Il n'y a pas de dégagement. Non, c'est ça. Là, tu as le dégagement. Avec une qualité de construction qui n'est pas celle d'un constructeur automobile parce que c'est du bricolage souvent. C'est plutôt aléatoire, oui. C'est ça. Et là, en fait, tu as des sièges de fou, tu as un espace pour la tête, tu as la place pour les
les écrans. Et je veux dire, ça se fait quand même depuis une bonne quinzaine d'années. Je me souviens que Guy Ritchie, le réalisateur, l'ex de Madonna, s'était fait monter un truc comme ça il y a à peu près une quinzaine d'années. Okay. Et à l'époque, c'était super novateur. Tout le monde était comme, oh, ça c'est malin ton histoire. Et aujourd'hui, maintenant, ça se généralise. C'est un concept qui généralise à travers le monde. Oui, absolument. Fait qu'on verra quel sera le succès de ça et à combien on nous l'offrira. Je ne m'attends pas à des ventes records. Là, non. Je ne m'attends pas à des prix d'aubaine non plus. Non, mais j'aime quand même le fait que Mercedes joue d'audace dans un marché où on est peut-être un peu trop traditionnel depuis plusieurs années. Puis on s'est planté chez Mercedes avec plusieurs véhicules dans les dernières années. Est-ce que ça sera, je veux pas dire une porte de sortie, mais est-ce que ça sera une façon de se démarquer de BMW, d'Audi notamment? Ben, c'est peut-être une formule qui peut être intéressante. C'est sûr que si le marché chinois n'avait pas existé, on n'aurait même pas pensé à développer un truc comme ça. Mais le fait de pouvoir le vendre à l'international et de l'offrir en Amérique du Nord, ben, je trouve ça assez audacieux. Parlant de marché chinois, ben, les constructeurs chinois cognent à nos portes, on le sait. Officiellement, il y en aurait 3. Et là, tu as un petit peu plus d'informations sur comment les choses vont se dérouler. Oui, ben là, on parlait de cette étude-là qui a été menée par une firme de recherche et puis on se rend compte que BID a plus que tranquillement pénétré le marché canadien au niveau lobby, au niveau recrutement, au niveau recherche pour ses concessionnaires et ses partenaires. Et puis, ben, ça se dessine de plus en plus aussi du côté du gouvernement canadien. Parce que là, on avait parlé de 49 000 véhicules avec un taux préférentiel pour le tarif. Là, on commence à diviser les permis pour les approbations pour ces véhicules-là. Il y a 2 périodes en 2026. Du 1er mars, ça a commencé le 1er mars, la délivrance de ces permis-là, jusqu'au 31 août. On délivre 24 500 permis pour ces véhicules-là. Évidemment, les Chinois sont pas encore là. Fait que là, ça va être Volvo, Tesla, Polestar, etc., qui c'est plus intéressant pour ces véhicules-là pour le moment cette année. Mais après ça, on va releaser en français, remettre 24 500 autres permis jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui est intéressant dans les derniers documents qui ont été émis le 11 mars, c'est que en 2026, on parlait, quand on a fait l'annonce, que ces véhicules-là allaient... On les voulait en dessous de 35 000 $ au prix d'importation. C'est ça qui est intéressant dans la nouvelle. Ben, le point prix d'importation est important. Oui. Parce que le 35 000 $, c'est pas le prix qui sera payé par le consommateur. Non, c'est ça. Le coût d'importation du véhicule. Après ça, il y a tous les profits. Fait que le 35 peut devenir 50 de même. Et avec tout ce qu'on a parlé la dernière fois à propos des ensembles, des équipements, etc., ça peut être d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a mis une échelle sur comment de véhicules doivent être en dessous de 35 000 $ au prix d'importation à travers les années jusqu'en 2030. On avait dit jusqu'en 2030, 50% de ces véhicules-là devraient être en dessous de ce prix-là, mais là, on a fait une échelle. En 2026, c'est 0, fait que ça peut être n'importe quel prix d'importation. 2027, 10%, 2028, 20%, 2029, 35% et 2030, 50%. Ah donc, oui, hein? Fait que, OK. Donc, ça veut dire que des véhicules, entre guillemets, de luxe fabriqués en Chine pourraient revenir chez nous. Et là, je pense bien sûr à Polestar et Tesla qui fabriquent des voitures là-bas. Et surtout maintenant, c'est ça que je ferais parce que 0% du quota doit être ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on va avoir des mini électriques. Finalement. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que la raison pour laquelle la Cooper électrique n'est pas offerte chez nous et la Aceman également, c'est parce qu'elles sont de fabrication chinoise. Et ce sont des voitures fantastiques. Donc, on peut s'imaginer que ça s'en vient. Mazda, qui fabrique le EZ60 en Chine, pourrait décider de nous l'amener. Et ça ferait du bien à Mazda, qui a besoin d'avoir un véhicule électrique sérieux sur notre marché. Mazda est un constructeur qui, en 2026, va payer de fortes pénalités et freiner au niveau de la quantité de véhicules à essence qu'on peut vendre. Fait que c'est très intéressant de regarder tout le côté politique de la chose, puis d'après ça, d'aller faire des analyses. Mais là, les informations commencent à être un petit peu plus précises. Ben oui, puis
Puis on a d'autres informations aussi. On va augmenter par année de 6,5 le volume, 3200 chars, tranquillement, pas vite, à travers les années. Et puis, ça inclut les hybrides, puis les hybrides rechargeables aussi. Parce que, bon, avant, les hybrides rechargeables n'étaient pas flanqués là, de la surtaxe, là, si on veut. Mais là, c'est intéressant pour ces compagnies-là. Si elles développent un réseau de distribution, ben là, elles peuvent également offrir leurs hybrides et leurs hybrides rechargeables parce que les infrastructures de distribution vont être là. Ouais. Là, jusque-là, ce que ça met un petit peu un épine dans le pied de l'abordabilité, parce que quand on la regarde comme ça, ben 35 000 prix d'importation, 0% du quota en 2026, seulement 50% en 2030 et bon, 30%. Mais le choix va être là. Et on va voir qu'est-ce qu'on a donné. C'est ça la bonne nouvelle, mais je pense pas que les constructeurs vraiment purement chinois vont arriver et ils vont faire comme ils ont fait en Europe, ils vont arriver sur le prix. Ouais. Ça c'est clair. Ils n'ont aucun avantage là, d'arriver à... Il y a juste un truc, par exemple, qu'il faut garder en tête. À moins que ça change, pour l'heure, les véhicules chinois ne seraient pas admissibles aux subventions fédérales parce que il n'y a pas d'entente de libre-échange entre la Chine et le Canada. Ouais. Pour l'heure. Pour l'heure, c'est ça. Alors, c'est un désavantage pour les constructeurs chinois. Si un constructeur chinois comme BYD, comme Geely décide d'arriver avec un véhicule à 40 000 ben la Bolt qui est vendue à 40 000 puis qui descend à 35 parce qu'il y a une subvention de 5 000 dessus, ben là, c'est le constructeur chinois qui doit s'ajuster. En même temps, comme je l'ai toujours dit, je ne pense pas qu'un constructeur comme BYD, comme Geely, s'en vienne ici dans l'objectif de faire des sous au jour 1. Non, ça, c'est certain. L'objectif, c'est clair, certain. C'est de mettre ses pattes un peu partout, puis de s'installer tranquillement aux États-Unis. Non, ils vont faire du dumping. C'est même pas la peine de le discuter. Il y aura du dumping. Et le but du côté canadien, politiquement, c'est d'avoir une entente de libre-échange éventuellement pour avoir cet incitatif-là. Mais ça, c'est une autre affaire. Il y a des rumeurs aussi où BYD voudrait installer une usine ici en plus. Oui. Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses. Mais les choses commencent à se concrétiser. Ouais. On pourrait voir des véhicules chinois chez nous peut-être un peu plus vite qu'on le pense. Peut-être vers la fin 2026, on va commencer à avoir de l'activité 2027, début 2027. Mais et pendant ce temps, chez VinFast. Les criquets. Mais c'est ça. Bon, Audi RS3, c'est une machine que j'ai conduite récemment. On a eu une émission spécifique à ce modèle-là au Guide de l'auto qu'on a roulé sur le circuit de Mécaglis en plein hiver. On a eu beaucoup de plaisir avec ça. Là, il y a une version compétition limited qui est lancée pour le marché nord-américain. Ouais. Là, on est dans les 6 chiffres, là. C'est une sacrée machine, là. Sacrée machine, puis c'est comme une célébration du moteur 5 cylindres. Hein. C'est comme la particularité. C'est le chant du cygne aussi. Là. C'est le chant du cygne, le signe que ce moteur-là va faire sa sortie. On n'a pas d'augmentation de puissance en tant que telle dans la Competition Limited. C'est la même affaire, c'est 394 chevaux, 369 livres-pieds de coupe. Ouais. La même transmission, le même rouage intégral, le torque splitter en arrière pour partager le couple entre les deux roues. Une machine pour avoir beaucoup de plaisir, mais qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est qu'il y a tout plein de petites particularités au modèle Competition Limited au niveau esthétique, dans l'habitacle, etc. Mais on fournit un petit ensemble d'outils aux propriétaires pour qu'ils puissent faire, il ou elle puisse faire ces modifications à la suspension. En fait, on a des modes à cette suspension-là qui sont spécifiques. On peut rabaisser le véhicule de 10 mm. Alors, ça devient comme un peu... beaucoup plus pour les fans, les amateurs de sport motorisé. Et puis moi, je trouve ça vraiment cool qu'on a fait ça chez Audi. Par contre, la belle petite variante verte qu'on voit là à Ion, nous ne l'aurons pas, ça viendra pas chez nous. Et puis, on limite la production là, à 750 unités, là, je pense 750 exemplaires exactement, et beaucoup plus de véhicules à Ion, de modèles à Ion que de modèles berline. On ne sait pas combien qu'on va en avoir chez nous, mais gardez l'œil ouvert pour ce petit véhicule-là. Ça va être quelque chose comme ça. Ouais, ça va être un petit un véhicule de collection, c'est sûr et certain. Ah oui. Dans le gros prix, en plus. Ah oui. Les gars, on n'avait pas parlé de Stellantis encore. On n'avait pas parlé de Stellantis. On a failli ne pas avoir de segment Stellantis? Ouais. Non. Ah, je suis rassuré. J'ai eu peur, là. On a dévoilé, mon cher Hugues,
un véhicule français qui sera vendu en Amérique du Nord. Le Citroën, j'oublie son nom, Jumper. Qui se décline aussi chez Opel, chez Peugeot. C'est le même véhicule. C'est le même véhicule et c'est la même chose qu'on aura ici. Alors, vous rappelez du ProMaster City qui était un Fiat Doblo avec des badges un peu différents. Ben là, le nouveau ProMaster City qui est un peu plus gros, qui se rapproche. En fait, c'est très semblable en termes de format à la dernière Mercedes Matrix qu'on a eue. Là. Oui. Mais je pense qu'en fait, faire l'analogie avec l'ancien ProMaster City, ça n'a rien à voir. Non, c'est ça. Mais c'est quand même pas un fourgon pleine grandeur. Non. On est vraiment pas là. Alors, vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo, c'est évidemment un véhicule authentiquement français, mais avec des badges RAM. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est fabriqué du côté de la Turquie. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu de fourgons commerciaux ou pourquoi on a eu de la difficulté à avoir des fourgons commerciaux de fabrication autre qu'américaine chez nous? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la chicken tax, une vieille loi qui date du début des années 70, si ma mémoire est bonne. Oui, ou fin des années 60, début des années 70. Autour de ça. Essentiellement, il y a une taxe de 25% qui s'applique sur tous les véhicules à vocation commerciales qui proviennent d'en dehors de l'Amérique du Nord pour le marché américain. Et c'est la raison pour laquelle on avait importé au début des années 80 la camionnette Subaru Brat, c'est ça, avec des sièges vissés dans la caisse en arrière, qu'évidemment tout le monde retirait après. À part quelques fous. C'est ça. Mais il y avait des poignées pour se tenir sur ces sièges-là, comme dans les manèges. Ah non, tu t'imagines installer là-dessus, c'est juste terrifiant. Terrifiant. Mais cela étant dit, c'est pour ça qu'on a cessé la commercialisation de plusieurs modèles chez nous. Alors, le ProMaster City est disparu, le Matrix est disparu. On nous a dit aussi qu'il y avait de moins en moins de marché, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a rapatrié la production du Sprinter et du Transit aux États-Unis. C'est pour être capable de les vendre là-bas à prix compétitif. Après ça, vous me direz, ouais, c'est pas tant compétitif. Bon, c'est une autre histoire. Mais là, je trouve ça particulier parce que on va amener ce véhicule-là de fabrication européenne au Canada comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y aurait techniquement une taxe de 25% qui s'appliquerait. Mais les fins stratèges de Stellantis ont trouvé une passe-passe. Oh, c'est pas, oui, mais il y a d'autres compagnies qui ont fait ça avant. Oui. C'est pas les premiers à le faire. Non. Mais essentiellement, on comprend que le véhicule va toucher le sol à Halifax, va arriver par le port d'Halifax avant de s'en aller aux États-Unis. Et entre ce moment-là et l'arrivée du véhicule aux États-Unis, ben, il y a quelqu'un quelque part qui va installer des banquettes. Exactement. Pour en faire un véhicule passager, même si il n'est pas vitré. Il y aura des versions passagers, il y aura des versions cargo. Les deux seront offertes avec un 4 cylindres 2 litres. Oui, exactement, turbo compressé. Bon, alors c'est une mécanique qui risque de faire le travail, là, puis c'est un produit, je pense, qui est assez réputé du côté de l'Europe depuis plusieurs années. C'est éprouvé, il n'y a pas de problème. On n'est pas trop inquiet de ce côté-là. Tout ce qui peut permettre à Stellantis de rehausser sa cote de fiabilité, nous, on aime ça. Mais grosso modo, on revient avec un véhicule comme ça, alors qu'il n'y a pas de réelle concurrence. Il y aura évidemment la PV5 de Kia, mais qui est électrique, qui n'a pas exactement la même vocation. Très hâte de voir quel sera le succès de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont l'adopter. D'autant plus que on pourrait, par exemple, décider de remplacer des Savannah puis des Chevrolet Express avec ce genre de produit-là. C'est pas tout à fait le même format, mais ça peut faire le même travail pour bien des entreprises. C'est exactement ça. T'as pas besoin d'avoir un gros châssis séparé pour tirer des poids énormes. Je te donne un exemple d'un fleuriste. Il a besoin de volume, il n'a pas besoin de charger du poids. Et d'être capable de circuler en ville. Voilà. Et donc, un véhicule comme ça, pour certains types de commerce, la boulangerie, les fleuristes, des machins comme ça, c'est parfait. T'as pas besoin d'avoir arrivé avec un gros machin équipé d'un V8 à l'avant. Ça sert à rien. Oui, mais
Ça, General Motors se fiche éperdument de ton opinion. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait 30 ans cette année. Ça fait 30 ans cette année qu'on fabrique la Savannah. Ce véhicule-là n'a eu aucune retouche esthétique depuis 2002. En 96, on l'a introduit. En 2002, on a changé un peu la calandre. Ouais. Et depuis, c'est pas mal la même affaire. On a changé les mécaniques souvent, là. Et là, vous avez quoi? Un V6 de 4,3 litres de série. Sinon, c'est un V8 6,6 litres de 401 chevaux. Mais il y a un marché pour ça aussi. Il y a un marché pour ça. Et on en vend le même nombre à chaque année. Et laisse-moi te dire que fabriquer ça, c'est assez payant. Oh, bah, d'après moi, le mot les payer, ça fait un bout de temps. Alors, c'est sûr. Alors, petit truc intéressant, mais j'ai hâte de voir ça, cette ProMaster City. Je pense qu'il y a un vrai marché pour ce genre de véhicule, un peu plus léger que les gros vannes qui sont. Et puis vraiment, quand même capable de tracter 2000 livres et la charge utile quand même à 2000 livres, donc ça devient quand même intéressant. Voilà. Au retour de la pause, un autre segment Stellantis. Le guide de l'auto. On disait à la blague chronique Stellantis, mais évidemment, quand le véhicule dont tu vas nous parler a été créé, Stellantis n'existait pas encore. Il y a eu depuis, il y a eu FCA, il y a eu Cerberus, il y a eu tout ce que tu voudras comme entreprises qui ont suivi. À cette époque-là, ça s'appelait juste Chrysler Corporation. Avec les plans produits qui se succèdent chez Stellantis, on parle régulièrement de l'introduction sur le marché nord-américain d'une camionnette compacte baptisée Rampage, moitié voiture, moitié camion. Mais si l'on attend encore de voir le modèle final arriver chez nous, le nom devrait par contre rappeler quelque chose à ceux qui ont connu les années 80. Quelles sont les origines de la Rampage chez Dodge, Hugues? Alors, suite à la lettre d'une femme de fermier qui demandait en 1932 un véhicule pour aller à l'église le dimanche et pour amener nos porcs au marché le lundi, l'ingénieur australien Lewis Bent développa un véhicule qui combinait l'avant d'une auto classique avec l'arrière d'une camionnette. En 1934, le Ford Coupé Ute, coupé utilitaire, ou Ute tout court, était né. Tradition australienne, il faudra attendre 1957 et le Ford Ranchero pour que cette carrosserie soit introduite avec un succès très relatif en Amérique du Nord. Chevrolet lancera le El Camino en 1959. Tout au long des années 60 et 70, ces deux modèles se feront concurrence. Alors, on va utiliser quoi pour développer la plateforme de la Rampage? Des berlines compactes bien connues du grand public. L'arrivée en 1974 en Amérique du Nord de la Golf chamboule la donne dans le segment des véhicules compacts des deux côtés de l'Atlantique. Chrysler Europe commence cette même année le développement d'une nouvelle traction avant sous le nom de projet C2 qui deviendra l'Horizon. L'ingénierie est réalisée en France, chez Simca, et le style en Angleterre, chez Roots. Lorsque le président de Chrysler, Gene Caffiero, voit l'auto, il décide que la C2 sera également commercialisée aux États-Unis et au Canada. Les premiers standards de consommation café pour Corporate Average Fuel Economy sont prévus pour 1978. En avril 75, l'étude est combinée avec l'Amérique, où elle prend le nom de L-Body. Si les deux modèles partagent une esthétique commune, hormis les pare-chocs, elles reposent en fait sur des planchers très différents, les Américains ayant choisi des suspensions McPherson à l'avant, alors que les Européens font appel à des barres de torsion. La suspension arrière est à bras tirés dans les deux cas, mais les géométries sont particulières à chaque continent. Les Dodge Omni et Plymouth Horizon sont lancés pour le millésime 78. Ce sont des modèles extrêmement importants pour Chrysler pour deux raisons. La première est que, sous toutes ces versions, la plateforme L sera écoulée à près de 2,5 millions d'exemplaires jusqu'en 1990. La seconde est qu'elle amènera la traction avant chez Chrysler Amérique juste avant que les filiales européennes ne soient vendues à Peugeot en août 78. Ben oui. Et c'est une technologie fondamentale qui servira de base aux K-Car qui sauveront tout simplement la compagnie. Bon, il va y avoir des dérivés, évidemment, de ces voitures-là, Horizon et Omni. Là. Effectivement. Alors que Chrysler a les poches vides, elle sort tout de même en 1979 des petits coupés sur plateforme L, à empattement raccourci, 2,45 m contre 2,52 m pour les berlines, baptisés Omni 024 chez Dodge et TC3 chez Plymouth. Ouais. À partir de 1983, ils deviennent respectivement les Charger et Turismo, alors qu'une variante Charger 2.2 avait été introduite chez Dodge en 1982. Si la seule motorisation initialement disponible est un 4 cylindres 1,7 litre d'origine Volkswagen, un 4 cylindres maison de 2,2 litres est ajouté au millésime
millésime 1981. Ces deux coupés seront commercialisés jusqu'en 87 à 786 198 exemplaires. Quand même, hein? Ouais, un joli succès pour des modèles aujourd'hui parfaitement tombés dans l'oubli. Bon, et évidemment, ces voitures-là, elles vont servir de base à la Rampage. Et voilà. Et c'est Hank Carlini qui va avoir l'idée de modifier l'Omni 024 en Ute. Ce dernier est l'un des hommes de confiance de Lee Iacocca, président de Chrysler depuis 1978. Les deux se sont connus chez Ford, où Carlini a été responsable du développement de la De Tomaso Pantera. Lorsque Iacocca a été remercié par Henry Ford et s'est retrouvé à la tête de la compagnie au Pentastar, Carlini l'a suivi pour devenir en charge des projets spéciaux. Les deux se fréquentaient hors du travail puisque ce dernier faisait partie du cercle de poker de Iacocca qui se réunissait tous les vendredis soirs. Lorsque Iacocca voit le prototype de cette Omni 024 transformé, il donne immédiatement son feu vert. L'adaptation à la série est relativement simple, donc peu coûteux. Tout l'avant, y compris l'habitacle, provient de la 024. La carrosserie est entièrement monocoque, avec la boîte comprenant une construction à double paroi en acier galvanisé. Sous cette boîte est ajouté un châssis de renfort à 6 traverses. La suspension arrière à bras tirés est remplacée par un combiné ressort à lame amortisseur. L'empattement passe de 2,45 m à 2,65 m. La capacité de charge est de 520 kg, 1145 livres, alors que la capacité de remorquage est de 340 kg, 750 livres. Le seul moteur disponible est le 2,2 litres de 84 chevaux. Il peut être accouplé soit à une boîte manuelle 4 rapports, soit une automatique à 3 rapports en option. Il n'y a pas de version Plymouth de la Rampage. Pas encore. Pas encore. Bon, alors évidemment, la Rampage a un look assez particulier. Il y avait des équivalents sur le marché à cette même époque, notamment du côté de chez Volkswagen. Tout à fait. Et le look de la Rampage est assez unique, là, parle-nous-en. Alors oui, la Dodge Rampage est introduite pour le millésime 82. Il est disponible en 2 versions, de base ou sport. Le modèle d'entrée de gamme offre des roues de 13 pouces montées en 175, la radio AM, le chauffage et les essuie-glaces à 2 vitesses. La version sport ajoute des roues de 14 pouces en 195, un rapport de pont plus court qui passe de 2,69 à 3,13 pour 1, l'instrumentation rallye avec contour et horloge s'il vous plaît, monsieur. Et la peinture de ton avec décoration spécifique. Parmi les options, on retrouve la climatisation, des rails de boîte, différentes radios, AM/FM simple ou avec lecteur 8 pistes ou lecteur cassette, le régulateur de vitesse, la direction assistée, un couvre-boîte, des jantes en aluminium de 14 pouces, ainsi que des ensembles éclairage et équipements populaires, ensemble éclairage plus direction assistée, rétroviseur réglable, de l'extérieur et essuie-glace interminant. Le Rampage est sur un segment de marché assez réduit et fait face à une concurrence peu nombreuse, comme tu l'as souligné, les Subaru Brat et le Volkswagen Rabbit Pickup. Le Chevrolet El Camino est dans une catégorie supérieure, alors que Ford a jeté l'éponge avec le Ranchero en 79. Il existe bien le Ford Durango, présenté en 79 et vendu jusqu'en 82, mais il s'agit d'une conversion sur base de Fairmont, réalisée par National Coachworks à seulement 212 exemplaires. Dans son édition de 1983, le guide de l'auto met un Rampage automatique à l'essai. Le véhicule est apprécié pour sa tenue de route, son habitabilité, sa plateforme de chargement et ses espaces de rangement bien conçus. Les bruits de caisse, la finition bâclée, les sièges manquant de maintien latéral et la transmission automatique anémique déçoivent. La consommation durant le test s'élève à 11,8 litres au 100. Est-ce qu'on considère que c'est un succès chez Chrysler? La production de 1982 se solde à 17 636 exemplaires, ce qui semble être un bon résultat puisque Dodge reconduit le modèle pour 1983, mais en plus, Plymouth aura droit à sa propre version. Cette division de Chrysler est nettement moins reconnue pour ses utilitaires que Dodge, même si elle commercialise le Trail Duster et des fourgons depuis 1974. Le Plymouth Camp est disponible en 2 variantes, de base ou GT, et reprend l'avant du coupé Turismo. Malheureusement, ce modèle passe totalement inaperçu et seulement 3564 exemplaires seront fabriqués. 2184 de base et 1380 GT. Il ne sera logiquement pas reconduit. Bon. Et la Rampage va évoluer quand même un peu, là. Oui. Le Dodge Rampage connaît différentes évolutions pour l'année modèle 83. Boîte manuelle à 5 rapports optionnels, plus gros disque de frein, ainsi que des phares halogènes, l'horloge et les essuie-glaces intermittents de série. La version Sport devient 2.2, ce qui est déconcertant puisque tous les Rampage ont un 2.2. La production baisse à 8033 exemplaires, probablement à cause de la concurrence du Scamp. Le millésime 84 voit un léger restylage de la calandre qui intègre dorénavant 4 phares.
La boîte manuelle à 5 rapports vient de série alors que la puissance du moteur passe à 98 chevaux. Un ensemble Prospector est disponible en option. Il comprend une peinture 2 tons, des barres latérales de caisse, le couvre-tonneau, des logos spécifiques et un équipement enrichi dépendant de la version. Si Carroll Shelby avait montré en 1984 un prototype de Rampage très modifié, baptisé Street Fighter, rien de moins, il ne le produira pas en série. Ce sont des concessionnaires Dodge de Californie qui vont assurer la conversion de 218 Rampage en Shelby Rampage en installant le faciès avant, les roues de 15 pouces et la décoration des Charger Shelby. L'équipement de base comprendra également la direction assistée, l'air conditionné et le régulateur de vitesse. Le millésime 1984 se termine avec 11 732 exemplaires produits. Et évidemment, la Shelby Rampage n'a pas droit à la mécanique de la Shelby. Ça demeure la même motorisation. Ouais, c'est juste esthétique. Bon. Pourquoi est-ce que le Rampage s'arrête là? Parce que c'est quand même un véhicule qui se vend relativement bien. Et oui, en fait, c'est pour une raison très simple. L'usine de Belvedere, dans l'Illinois, tourne à plein régime et assembler ce modèle un tout petit peu trop spécial ralentit les cadences. À ce moment, Chrysler a connu un redressement spectaculaire, la compagnie a les poches pleines et compte bien se les remplir encore plus. Alors, plus de Rampage. Alors, ça a duré 3 ans et ça s'est Exactement. arrêté là. Merci, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Louis-Philippe, t'es allé conduire le tout nouveau et entièrement redessiné Mitsubishi Outlander PHEV. All New 2026 All new. Outlander PHEV. La bonne nouvelle, c'est qu'il est différent du Rogue Lander. Oui, le Rogue Lander, exactement. Puis on tout de suite, là, le Mitsubishi Outlander PHEV a eu des modifications pour 2026, mais pour 2026, Nissan a emprunté la technologie du Mitsubishi Outlander PHEV, mais celle du 2025. Quelle est la différence? Quelle est la différence? On va commencer par ça. Écoute, physiquement, là, essentiellement la même affaire. On a changé le motif de la calandre en avant, le sous-pare-choc aussi. Les feux arrière sont dorénavant fumés. Mais autrement, physiquement, t'as le même véhicule, un design de jante aussi là qui est différent. Mais ultimement, c'est le même véhicule de l'extérieur. À l'intérieur, des nouvelles couleurs pour les sièges, un écran de 12.3 pouces de série sur toutes les variantes. Mais on garde pas mal la même affaire. La petite 3e rangée est encore là que vous aimez tant dans le Mitsubishi Outlander. C'est au niveau technique. Le moteur demeure le même, 2.4 litres, avec le rouage intégral, les 2 moteurs électriques, etc. C'est la batterie qui change. On avait une batterie de 20 kWh. On a maintenant une batterie de 22.7 kWh. Alors, ça augmente. On était à 61 km d'autonomie tout électrique jusqu'à 72 km d'autonomie tout électrique. Jusque-là, la technologie de la batterie, c'était une vieille batterie qu'on avait avant dans ce véhicule-là. Donc, on a changé. Elle était neuve quand même. Elle était neuve quand on l'achetait. Mais elle a subi, on va dire, elle a bénéficié de toutes les améliorations qui ont été assez régulières là, dans les dernières années. Des nouvelles cellules, un meilleur refroidissement, un meilleur output, là, une meilleure sortie qui lui permet de garder sommairement le même poids, mais qu'on a une meilleure puissance. Écoute, dans le Nissan Rogue PHEV, on garde toute la technologie de l'ancien 2025 qui est somme toute une bonne technologie, mais on lui reprochait certains petits défauts, dont celle d'avoir une autonomie tout électrique qui était correcte, mais 60 km, ça s'en vient un petit peu bas quand on regarde dans la compétition des utilitaires compacts. Puis aussi le fait qu'il était pas mal plus gourmand quand que cette batterie-là était épuisée, hein, parce que c'est un véhicule qu'on consommait un peu plus que 9 litres au 100 km. Si je me rappelle pas, là, avec l'autonomie, avec le moteur à essence. Donc, si les études disent vrai et elles disent vrai que les gens achètent des véhicules hybrides rechargeables et ne les branchent pas, ben ça devient un véhicule à essence qui traîne des moteurs électriques et une batterie. Super intéressant. Et branchez-le. Là. Le titre de mon article sur le guide de l'auto, c'est branchez-le parce que on gagne à le brancher comme tous les utilitaires ou tous les véhicules hybrides rechargeables. De toute façon, sinon, tu achètes un Outlander avec le 4 cylindres 1.5 litres turbo qui viennent de sortir. C'est ça. Tu paye pas le prix puis prends pas la subvention, ça sert à rien.
au cours de l'essai, on a été capable de faire 63 km en autonomie tout électrique. Si j'avais été capable de faire probablement 50 km avec l'ancien modèle, on voit il y a une amélioration. L'amélioration, j'ai trouvé qu'elle est dans la conduite, dans le sens parce que le moteur électrique, grâce à sa nouvelle batterie, peut rester plus longtemps dans les accélérations. Ça te fait une conduite qui est un petit peu plus électrique, véhicule électrique, et puis plus fluide, plus linéaire et moins bruyante. Okay. Tu sais, on reprochait un peu au PHEV ou même au Rogue PHEV d'être un petit peu bruyant quand on le sollicite. On a amélioré certaines au niveau de l'insonorisation aussi à l'intérieur, je l'ai pas dit, mais on a amélioré ça. Mais dans l'opération du moteur, c'est plus linéaire, c'est plus facile et on garde une motorisation électrique beaucoup plus longtemps. Donc, ceci, ça permet d'avoir une meilleure conduite, selon moi, mais aussi avoir une meilleure consommation après, là, parce que le moteur électrique continue toujours à embarquer. On récupère de l'énergie, on en reprend dans les accélérations. Alors, avec la nouvelle batterie, on a été capable de garder l'influence de ce moteur-là un petit peu plus longtemps. Et puis, on est arrivé à aller chercher, je pense, 8,6 litres au 100 km. C'est pas après. Une fois que c'est 3,2 là, en tout et partout, mais 8,6 une fois que la batterie est épuisée. C'est une amélioration. C'est pas écœurant. Comme tu regardes les RAV4, tout ça, c'est écœurant. C'est ça. Bon, oui, mais on améliore certains points qu'on est capable de faire sur ce véhicule-là, puis je trouve qu'on le garde un peu dans le coup. Là. Ouais. Mais à quel point... Là, je te pose une question qui est un peu piège. Là. À quel point ça vaut... Y a-tu une question que tu poses des fois qui est pas piège? Oui, ça... Mais... C'est que je trouve ça fascinant parce qu'en ce moment, il reste des Outlander PHEV 2025 en stock. Ouais. On les liquide à 0% de taux de financement. Mm-hmm. Tu sais, il y a de sacrés bons deals là-dessus. Et l'autre, il est financé à 6,49. L'autre revient plus cher qu'un RAV4. Ouais. Ben, le RAV4 qui va arriver de façon... Parce qu'on a baissé les prix des RAV4 PHEV par rapport à la précédente génération. Oui, ce qui est intéressant. Alors là, tu vois l'écart se rétrécir au point où, dans certains cas, si tu compares l'Outlander et le RAV4, l'Outlander revient même un peu plus cher. Ouais. Ça commence à être un petit peu difficile, là, je trouve. Ouais, avec ces Nissan, taux-là. on n'est pas dedans parce que le Rogue PHEV coûte le prix d'un Outlander 26 sans offrir la technologie. Et la garantie de 10 ans, 160 000 km, là, qui couvre d'ailleurs la batterie haute tension. Ça, c'est une question qui m'en revient tout le temps. Du côté de chez Mitsubishi, on couvre cette batterie-là dans les 10 ans, 160 000 km. Donc ça, c'est intéressant. Mais le deal, en ce moment, il est sur un Outlander 25. Oui. Parce que des PHEV à 0%, admissibles à la petite subvention de 2000 $, ben regarde, ça fait quand même ça. Techniquement, l'amélioration, elle est très bonne dans le 2026. Il va être intéressant, ce véhicule-là. C'est juste que là, avec ces taux-là, c'est très intéressant. Mais dans les deux cas, branchez-le, parce que c'est là où est-ce que ça vaut la peine d'avoir un véhicule comme ça. Ah oui, toi, oui, évidemment. Jeep Cherokee de ton côté, un autre véhicule hybride, mais complètement différent. Je le conduis cette semaine. Alors, il y a un moteur 1.6 litres turbo là-dedans d'origine Peugeot. Visiblement, on amène du stock de France, hein? Et des gens aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Et ce Jeep-là, honnêtement, fait tout le travail qu'on lui demande. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que les gens chez Stellantis, ils ont fait des focus group, ils ont posé des questions à des propriétaires de CR-V, de RAV4, de Tucson, de Ford Escape, de tout ce que tu voudras. C'est clair qu'ils ont dessiné ce véhicule-là basé sur des données statistiques qu'ils ont reçues parce que ça répond à tout ce que les gens veulent avoir dans un VUS compact. Il y a une belle gueule, t'es bien assis, l'équipement est généreux, la technologie à l'intérieur, elle est là. Ça consomme évidemment moins parce que c'est un hybride, on va y revenir. Il y a une puissance qui est adéquate, ça tire 3500 livres, tu sais, ça fait tout bien. Puis parce que c'est un Jeep, ben t'as une garde au sol de 8 pouces, des angles d'attaque de sortie qui sont plus intéressants que la moyenne des autres. Il est nord-américanisé dans l'esprit aventurier. Il n'y a pas de version Trailhawk.
Ça, je le comprends pas. Pas encore. Pas encore. Ça va peut-être arriver pour 2027. Et il y a une seule motorisation hybride de série. Alors, dans ce créneau-là, souvent, tu vas avoir 2 ou 3 offres mécaniques chez Jeep. On en a une seule, mais c'est la bonne. C'est une motorisation hybride qui travaille un peu de la même façon que celle du Honda CR-V. C'est-à-dire que tu as le moteur à essence et un moteur électrique, l'assistant, qui va aussi servir de démarreur. Au demeurant. Et tu as le deuxième moteur électrique qui, lui, sert à acheminer la puissance aux roues et à réalimenter la batterie de 1,02 kWh. Alors, tout ça, ça te permet d'aller chercher en puissance maximale combinée 210 chevaux. Fait que tu vois, on est pile poil dans ce que propose la compétition. Ça a beaucoup de couple, hein, c'est plus de 250 livres de couple. Là, je me souviens pas du chiffre par cœur, mais tu peux rouler facilement en mode électrique sans que ce soit pénible ou tu doives conduire avec un œuf sous la pédale. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et la transition entre l'électrique et le moteur à essence se fait de façon très linéaire. Tu sais, on s'est souvent critiqué certains modèles pour leur manque de raffinement. Si vous pensez que c'est un peu mieux qu'un Compass, oubliez ça, là, on est ailleurs complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé la conduite, l'aménagement, tu sais, puis je me suis mis au volant en me disant, j'aime-tu mieux ça qu'un RAV4, qu'un CR-V? Ça n'a rien à envier à ces produits-là. C'est sûr que... Puis même côté qualité de construction, pas grand-chose à dire. Tu sais, oui, il y a des petits glitches de finition à gauche, à droite, mais tu t'es assis dans un RAV4, c'est pas comme si c'était merveilleux non plus. Fait que, tu sais, on a... Bon, il y a 2 affaires. Un, ça consomme plus qu'un RAV4. Parce que tu vois, on a beau annoncer une cote moyenne combinée à 6,4 litres au 100. Après 460 km de parcouru avec le véhicule, ma moyenne est à 7,6. Fait que quand même. Hein? 7,6 pour un hybride. OK, on est autour du point de congélation. C'est ça. Il y a une journée où il ventait beaucoup quand je l'ai roulé. On va faire un peu mieux là d'ici quelques semaines, quelques mois. OK, parfait. Mais t'as pas le rendement énergétique d'un Toyota RAV4. Fait que celui qui veut acheter un hybride pour avoir le meilleur rendement énergétique et que c'est la priorité numéro 1, pas le bon produit. Compare ça à l'ancien Cherokee, c'est un pas de géant. Puis c'est une mécanique qui est vraiment convaincante. Tu sais, là-dessus, ça va. Mais tu sais, si tu compares ça avec ce qui existe d'hybride sur le marché en ce moment, chez Honda, chez Hyundai, tu sais, je te dirais plus qu'on est dans le territoire d'une consommation de Subaru Forester. Là. On est vraiment là-dedans. C'est quand même très bien, là, ça consomme pas. Mais face aux autres hybrides, un petit peu plus. Et puis l'autre truc, ben ça, c'est une inquiétude personnelle. Est-ce que ça va être fiable? C'est ça la question. Moi, ça va être ma question, ça, c'est clair. C'est ça. Parce que, c'est clair. Parce qu'évidemment, c'est un moteur qu'on connaît, qui ne semble pas avoir eu beaucoup de problèmes du côté de l'Europe. On l'a jumelé à une boîte, bon, on l'appelle... c'est pas une boîte CVT, c'est un direct drive en réalité. Il n'y a pas de transmission à proprement parler, mais faut que tout ça fonctionne et soit fiable. Et si on réussit à offrir un certain niveau de fiabilité chez Jeep avec ce produit-là, ben là, on va réussir à regagner la confiance du public parce qu'il y a tout ça qu'il faut faire. Regagner la confiance du public, les séduire à nouveau parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on vend plus de Cherokee, fait qu'on a perdu toute une clientèle. Alors, il y a eu des histoires cauchemardesques avec la technologie 4XE au cours des dernières années. Tu sais, il y a tout cet exercice-là qui est hyper important. Je pense que l'approche de Jeep est très bonne. Le fait qu'on utilise la plateforme STLA large, ça ouvre la porte à mettre des moteurs à essence traditionnels sans hybridation. Ça ouvre aussi la porte à de l'électrique. Alors, qui sait ce qui va arriver pour l'avenir? Mais on cible la clientèle nord-américaine de belle façon avec la bonne mécanique, la bonne formule. Puis côté prix, je vais terminer avec ça. Tu vois, on est là, grosso modo, là, 42 à 58 000 $. On est pile poil dans les prix de la compétition. Mais sais-tu ce qui est drôle? Stellantis nous a toujours habitués à avoir des prix super hauts puis mettre des gros rabais après. C'est pas ça qu'on fait, là. Là, le PDSF est compétitif ou, disons, amalgamé avec celui de la compétition, mais il n'y a pas de rabais. Avec des taux qui sont corrects, au financement, avec un taux qui est correct, là, qui est à 4,9 pour le moment. On vient de le lancer sur le marché. En location,
taux à 8,09 On veut pas en louer. Moi, j'ai fait le comparatif, là. Équipement pour équipement versus un RAV4, ça coûte 100$ de plus par mois louer un Cherokee. T'oublies ça. Fait que, tu sais, SCI, qui est la boîte qui gère le financement du côté de chez Stellantis, faut retourner dans les calculatrices puis être un peu plus compétitif, parce que pour le moment, ça n'a aucun bon sens. Et ça m'amène à te dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se procurent ce genre de véhicule-là qui veulent louer. Oui, mais en fait, c'est ça, parce que ce que tu sembles dire, c'est que son plus gros défaut, finalement, c'est son mode de financement. C'est son plus gros défaut? Ben, d'abord, comprends une chose. Mais c'est con parce que là, c'est vraiment, c'est comme ils ont fait 95% de la job, puis à la fin, hop. Ben, t'as absolument raison, parce que l'autre truc, et je veux revenir sur la fiabilité, c'est que moi, je ne serais pas prêt au jour 1 à acheter ça les yeux fermés en disant je vais le garder 8 ans. Les gens vont vouloir essayer, là, on va en prendre un, on va le remettre, ça va bien, on va en prendre un autre. Ça veut dire qu'il faut attirer les gens, là, c'est maintenant qu'il faut les attirer. Le commitment de dire je l'achète à 100% est beaucoup plus grand que de dire je vais le louer sur 3 ou 4 ans. Bien sûr. Mais comme tu m'as pas encore fait la preuve que c'était fiable puis que on était capable de faire face à la musique chez Stellantis, je me garde une petite gêne. Fait que moi, c'est le truc c'est pas le véhicule en tant que tel, c'est la façon de le vendre. C'est quand même dommage. Puis ça, va falloir régler le problème et rapidement. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.